Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. Et nous vous proposons aujourd'hui un grand oral du ministre porte-parole du gouvernement. Nous ferons avec Maître Ronla un tour de l'actualité avec des sujets aussi croustillants, les uns aussi croustillants que les autres. Il s'agira entre autres de la fermeture des ambassades du Bénin dans certains pays. Ce communiqué, dernier communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication enjoignant au Web TV et autres médias en ligne de fermer tout simplement et venir se conformer à la loi, puisqu'il s'agit, vous l'avez compris, du ministre de la Communication et de la Poste. Nous ferons un point des dernières élections communales et municipales en lien avec la pré-campagne qui semble déjà se démarrer pour la présidentielle de 2021. On pourra par exemple savoir si Patrice Talon a déjà avisé et s'il sera candidat à sa propre succession. Après tout, c'est le ministre porte-parole du gouvernement. Actualité oblige. Le 1er août n'aura pas lieu, du moins le défilé militaire n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé le gouvernement. La pandémie de la Covid empêche le Bénin de célébrer le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Alain Oronla pourra également nous dire, chers amis téléspectateurs, comment le pays du cordon sanitaire, ce pays qui a si bien fait parler de lui, en est arrivé à accumuler autant de cas confirmés et aussi de décès. Maître Alain Oronla, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ici justement pour nous aider à comprendre la position du gouvernement sur certains sujets, un gouvernement qui parle très peu, et pour vous entretenir, je suis avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. André Doussa, bonjour. Maître Ronla, bonjour. Bonne arrivée à Canal 3 Bénin. André Doussa évoquait les grands axes autour desquels on va échanger ce dimanche matin. Il me plaît bien, puisque c'est l'actualité de parler du 1er août. Pour la prochaine fois et la 5e fois d'affilée pratiquement, on aura en tout cas un premier défilé, un 1er août dans la sobriété. C'est vrai qu'on a un bon prétexte pour cette fois-ci, Maître Ronla. Vous avez raison, parce qu'on observe depuis 2016, c'est-à-dire depuis l'accession à la tête de notre pays du président Patrice Talon, une rationalisation dans les dépenses, dans tous les secteurs. Et le secteur des manifestations officielles n'échappe pas à la règle, puisque on a voulu opérer une rupture là également, avec les cérémonies fastueuses, extravagantes et coûteuses, voire ruineuses. Donc dès 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a choisi de célébrer les événements importants de notre pays dans la solennité, mais dans la sobriété. Et la sobriété s'est imposée pour 2020, qui marque quand même le 60e de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et la cérémonie avait été préparée pour que l'on commémore cet événement historique et qu'on a dû revoir à cause justement de ce test-là. Des choses très importantes pour marquer le 60e de notre anniversaire. C'était sans compter, hélas, avec un quelle chose, par exemple? Grand défilé, célébration pour marquer dans le marbre, gravé dans le marbre, les 60 ans. Qu'est-ce qui était prévu pour être le net ultra de cette célébration? Qui n'a pas été fait jusque-là depuis 2016. Déjà un bon défilé militaire, un défilé civil, des festivités, en tout cas pour marquer. Des travaux ont été entrepris, notamment pour arranger le boulevard de la Marina. Nous avons investi beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie dans l'embellissement de ce boulevard. C'était effectivement pour installer un podium géant. Celui qui est utilisé notamment pour le 14 juillet en France. Donc c'est vous dire que le gouvernement s'était préparé à organiser une très belle fête. Le gouvernement de Patrice Talon s'était préparé à rompre avec la rupture, je veux le dire ainsi,
l'austérité, la sobriété qui a caractérisé ces célébrations-là depuis son avènement au pouvoir. C'est bien cela. Parce que ce n'est pas une fête de l'indépendance comme les autres. C'est une fête qui marque, une date qui marque le soixantenaire. C'est important. 60 ans d'indépendance, c'est pas pareil que 59 ans ou 48 ans. Donc il y a ce caractère de décade qui est important et qu'on souhaitait marquer dans le prolongement, bien sûr, de la sobriété, mais dans une solennité plus éclatante. Donc je disais que c'était sans compter avec cet invité surprise qu'est la pandémie du Covid-19 qui oblige le gouvernement à ne pas décaler puisque nous devons répondre à ce rendez-vous historique, commémorer ce soixantenaire tout en ayant à l'esprit la responsabilité de la santé des Béninois pour lesquels nous avons arrêté un certain nombre de mesures de préservation contre la pandémie du Covid-19 et donc dans le respect de ces mesures et des gestes barrières que j'ai eu l'occasion de rappeler pour le compte du gouvernement mercredi dernier, que nous allons célébrer avec une plus grande sobriété ce anniversaire. Alors, question, Maître Ronla. Pourquoi un gouvernement qui a pu organiser des élections justement locales, communales et municipales, un gouvernement qui laisse les marchés ouverts, qui autorise le fonctionnement de restaurants, des bars, pourquoi ce gouvernement pense qu'il n'est pas possible de tenir la défilé militaire, qui n'implique pas toutes les populations? Je voudrais vous rappeler que dans le même esprit, nous avons organisé les élections sans dégâts en prenant le maximum de précautions. Vraiment sans dégâts? Le maximum de précautions puisque tout a été mis en œuvre pour que les gestes barrières fondamentaux soient observés. Port du masque, lavage des mains, distance de sécurité sanitaire. Je crois que, et je suis même certain que c'est à l'occasion de l'organisation de ces élections communales que nous ne pouvions pas rater pour des impératifs constitutionnels et républicains, que l'on a pu observer au mieux les gestes barrières. Le gouvernement n'a pris aucun risque, a pris toutes les précautions, y compris celles de la surveillance par les forces de sécurité aux abords des sites et des lieux sur lesquels devait se dérouler le vote, afin que nul ne prenne la responsabilité ou n'expose les autres citoyens ayant accompli leur devoir civique à la contagion, à la contamination. Qui peut le plus, peut le moins. Bien sûr. Les forces de l'ordre qui ont pu garantir la mise en œuvre de ces mesures de précaution. Le gouvernement, au titre des mesures de précaution, il est aussi loisible de mettre des masques, de respecter une certaine distance. Bien sûr, au titre des mesures, des précautions, il y a l'interdiction des regroupements. Et comment pouvons-nous garantir le respect de la distanciation, par exemple, à l'occasion d'attroupements qui s'organisent pour voir le défilé, et déjà dans l'organisation même du défilé. C'est un risque que le gouvernement ne peut prendre. Et c'est ça le sens de la responsabilité. Ailleurs, il y a des retransmissions de matchs en direct à la télévision. On peut le faire et interdire aux populations de venir s'attrouper autour du site des manifestations officielles. Et permettre quand même d'avoir une fête, tout au moins pour ce rendez-vous qui est solennel, vous l'aviez rappelé. Quel en serait l'intérêt? Un défilé est fait pour être vu. Un défilé de cette envergure est organisé pour qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait de la liesse populaire. Et on ne peut interdire que les gens viennent voir le défilé. C'est pour eux que ça se fait. Le gouvernement ne peut pas prendre le risque d'organiser ces attroupements, alors pourtant que c'est lui qui, en toute responsabilité, prescrit et proscrit l'interdiction des regroupements. Ce ne serait pas en cohérence avec les mesures qui se sont imposées à nous et que nous avons prises en toute responsabilité. Généralement, le 1er août, la grande masse, chez elle, les populations sont à la maison, qui vivent le défilé, les manifestations officielles en tout cas, au plan national, à la télévision, très peu arrivent à se porter vers les lieux. Et c'est beaucoup plus une certaine élite qui est bien installée et qui a aujourd'hui accès aux meilleures précautions possibles en matière donc, de lutte contre la pandémie. Alors, quelle est vraiment la pertinence d'une décision d'annuler la fête nationale? La fête nationale n'a pas été annulée. Bon, la manifestation elle ne se tient pas officielle. Elle ne se tient pas avec le faste qu'on aurait souhaité, qu'on avait commencé à préparer pour marquer ce soixantenaire. Ce n'est pas une fête banale, encore qu'il n'y a aucun 1er août banal. Et
ce que vous exigez est en contradiction également avec vos récriminations introductives, à savoir pourquoi ne pas décaler ou pourquoi ne pas annuler la manifestation. Il faut savoir. Et nous répondons à un impératif républicain. Nous répondons à l'appel de l'histoire. On ne peut pas se dérober. Nous ne pouvons pas. Alors que nous avions pris la responsabilité, par exemple, d'organiser les élections communales, ce qui s'est très bien passé, et qui a inspiré d'autres pays qui ont maintenu, après avoir décalé des dates, qui l'ont fait dans la foulée, ce qui signifie que notre pays a encore innové sur ce plan. Mais nous ne pouvons pas donner à cette commémoration l'ambition, le caractère fastueux que nous avions souhaité pour tenir compte de cette pandémie et surtout ne prendre aucun risque. C'est un principe de précaution. C'est une décision qui s'inspire de la précaution auquel le Bénin et le gouvernement du Bénin se plient. Alors, désormais, donc, ça va être, sinon prochainement, ça va être, comme d'habitude, ça va être la sobriété. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Comment ça va se dérouler concrètement? C'est vrai qu'on apprend qu'il y aura une première étape de dépôt de GM, puis une revue de troupes, et ça va s'arrêter là. Les populations seront interdites d'aller voir peut-être le président en train de faire le dépôt de GM ou de revoir sa troupe. Qu'est-ce qui va se faire concrètement? Ce qui va se faire concrètement, c'est ce qui a été décidé en Conseil des ministres et dont le compte rendu a été fait mercredi dernier. Ce qu'il faut retenir, c'est le dépôt de gerbe, des cérémonies solennelles officielles pour saluer la mémoire de nos illustres disparus et pour saluer les forces de défense et de sécurité. Donc la République sera honorée, c'est les populations qui vont être privées du spectacle qu'appelle un défilé dans sa solennité et dans ce que ce défilé peut avoir de festif. Donc souffrons que cette pandémie pour laquelle nous prenons le maximum de précautions pour épargner les vies béninoises et la santé publique, nous impose de célébrer cet important anniversaire dans la sobriété. Au-delà du symbole du 60e anniversaire, ce défilé ou ce 1er août a un autre caractère tout aussi symbolique pour Patrice Talon, puisque c'est son dernier à la tête du Bénin, dans le cadre de son premier quinquennat. Je ne sais pas s'il envisage de briguer un second. Lui a-t-il été facile? A-t-il pu prendre cette décision facilement? Vous avez été à ce Conseil des ministres où la décision a été prise. Pouvez-vous nous raconter un peu? C'est possible que vous puissiez nous dire bien sûr que c'est dans quelles possible, circonstances la décision est intervenue? Mais dans les circonstances que vous pouvez imaginer, si pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a pris des dispositions pour célébrer avec solennité, comme je vous l'ai rappelé, cette fête, c'est certainement pas de gaieté de cœur qu'on a vu cette pandémie venir parasiter la chose. Mais l'état d'esprit n'était pas à l'émotion, il fallait être réaliste, et la santé et la vie des Béninois sont au-dessus des ambitions ou de la volonté de marquer cet événement, et je crois que c'est sans état d'âme ou tout simplement avec un léger pincement au cœur que nous avons dû revoir les choses à minima, mais avec une fierté, puisque le gouvernement du président Patrice Talon a conscience de ce que la vie des Béninois, la santé des Béninois sont au-dessus de tout. Donc c'est sans regret qu'on a revu la voilure. Je vais ouvrir une parenthèse, c'est vrai que c'est pas prévu dans le menu qu'on a arrêté. Ça fait 60 ans quand même d'indépendance pour le Bénin. Maître Ounla, comment est-ce que vous appréciez un peu le chemin parcouru par le Bénin? L'ensemble des Béninois et d'ailleurs des analystes ont toujours admis que notre pays, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, ont pris du retard. Le bilan des 60 ans n'a jamais été élogieux. Mais nous devons admettre que ces 4 voire 5 dernières années, notre pays a accompli des bons substantiels dans de nombreux domaines, de sorte que je puis dire facilement que nous avons fait pendant ce dernier quinquennat beaucoup plus d'efforts que par le passé, et que ça permet à notre pays de commencer par engranger un bilan qui peut être satisfaisant. Donc je dirais que
le deuxième événement à célébrer pour ces 60 ans d'indépendance, c'est de constater que nous avons fait plus de progrès que par le passé, non pas que le passé... chante pour sa paroisse. On ne chante pas pour sa paroisse, c'est une observation et qui est admise par le plus grand nombre. Je ne dis pas que les gouvernants précédents n'ont pas travaillé, ils ont travaillé à leur rythme. Mais qu'est-ce que vous permet de dire que... Le bilan, si vous voulez qu'on l'aborde, et si on aura l'occasion de l'aborder, on n'a pas été paresseux par le passé, on a été à un rythme qui a été accéléré au cours de ces 5 dernières années, et je dois dire que, sans mauvaise foi, les résultats que nous observons aujourd'hui permettent de penser que des chantiers ont été courageusement abordés sous le leadership du président de la République, et qu'il y a l'embellissement de notre pays, il y a la réfection ou la restauration d'infrastructures qui étaient à l'arrêt, à l'abandon, bref, des ambitions qui ont été matérialisées et qui permettent de dire que si nous avions pris ce rythme dès les premières années d'indépendance, notre pays serait un peu plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas fêter, en tout cas, comme on l'aura bien souhaité ou comme vous le prépariez à ces 60 ans d'indépendance. Mais on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. André Dossat l'a noté tout à l'heure, on est allé quand même aux élections dans ce contexte-là. Et juste après, 2 semaines ou 3 semaines après, on a vu que la courbe a piqué du nez et les morts se sont enchaînés. Maître Onla, à votre avis, pourquoi est-ce que ça a commencé à monter? D'autres le justifient justement par ce rendez-vous que nous avions honoré. Je conteste au nom du gouvernement toute corrélation entre les élections communales qui ont été organisées avec le maximum de précautions et l'augmentation des cas que mon collègue de la santé a expliqué plus d'une fois. Les scientifiques, les experts se sont tous accordés pour dire que cette augmentation, que nous ne connaissons pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays, peut être liée à la saison des pluies, à la fraîcheur, par exemple. Vous n'avez pas le taux d'humidité. On a eu en un mois, plus qu'on en a eu pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 mois. Et il s'est fait que cette montée, cette flambée-là, a coïncidé avec la période des élections. Non. Donc, comment expliquez-vous, par exemple, cette coïncidence? Justement, cette coïncidence est contestée. Elle est contestable, elle a été discutée. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent la chose. Et je vous rappelle que le collègue de la santé s'est expliqué là-dessus. Et en cela, il est appuyé par bon nombre d'experts nationaux comme internationaux. Nous reconnaissons que la saison des pluies, par exemple, est un facteur de propagation. Nous reconnaissons qu'il y a eu un relâchement de la part de certains de nos compatriotes dans l'observance des gestes barrières. Cela peut expliquer la chose. Et il faut également reconnaître que nous avons changé de phase. Dans un premier temps, nous ne connaissions pas les dépistages systématiques. Et ces dépistages qui sont de plus en plus systématiques permettent par exemple de révéler des cas qui étaient cachés. C'est important. Et au-delà de cela, sans banaliser, comme certains compatriotes tentent de le faire, l'existence de ce mal, et le gouvernement se donne beaucoup de mal à rappeler qu'il faut continuer d'observer les gestes barrières, je dirais que les chiffres que nous connaissons sont en progression, mais n'ont pas encore atteint un seuil qui permettent de critiquer les mesures qui ont été prises à temps le Bénin semble quand même avoir pris un bon départ par le gouvernement, et que l'augmentation aujourd'hui ne peut s'expliquer ni se justifier par des actes courageux qui ont été posés par le gouvernement. On ne peut pas le justifier par l'organisation des élections, mais comment expliquez-vous qu'après avoir pris ce si bon départ, le cordon sanitaire, des décisions qualifiées de lucides, responsables, pertinentes et tout ce que vous voulez, comme superlatif un peu partout dans le monde, et que brusquement, lorsqu'on lève, on allège ces mesures, le taux grimpe au point de franchir la barre des 1000. On est aujourd'hui à plus de 1300 cas. Et depuis peu, on n'a plus tellement les statistiques ne sont plus mises à jour. Comment vous l'expliquez donc, si ce n'est pas les élections? Oui, vous évoquez le caractère, le facteur humidité, mais il n'y a pas que ça. Et puis, les cas ont commencé à grimper avant le début des pluies qui tombent à ce moment sur le pays. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement n'ont pas été qualifiées de lucides.
elles étaient lucides. Elles ont été reconnues par la communauté internationale, des mesures qui ont été appréciées par des scientifiques, par des gouvernants qui sont allés dans d'autres directions. Ce n'est pas nous qui nous en vantons. On a pris des mesures lucides en rapport avec notre train de vie, notre style de vie. Et ces mesures ont fait effet, ont limité les risques de propagation. Deuxièmement, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas rester accroché à la corrélation que l'on fait de mauvaise foi entre l'organisation d'élections communales et une petite flambée. Oui, on vous a compris, mais en fait, permettez-moi de vous relancer. J'ai bien compris, j'y viens. Sinon, pourquoi la même réflexion qui a conduit à mettre en place le cordon sanitaire et limiter les dégâts en son temps? J'y viens, ne vous en faites pas. Il y a des étapes dans le raisonnement et si vous les coupez, on ne va pas comprendre. Et il n'y a que certains esprits chagrins qui veulent reconnaître que cette flambée n'est due qu'au froid. On n'a pas dit ça, il y a d'autres facteurs. On a parlé de cas révélés, c'est-à-dire des gens porteurs qui n'étaient pas dépistés, puisque la première étape, il n'y a pas eu de dépistage. Donc maintenant, on dépiste de plus en plus systématiquement, et c'est tout à fait normal que des cas se révèlent. L'autre facteur que nous avons bien reconnu, c'est qu'il y a eu une baisse de vigilance chez certains de nos compatriotes. Vous savez, la propagation, elle ne peut être liée qu'à un seul cas. Un cas rentre au Bénin, on peut en avoir 10 000, 50 000, ça va très vite. Et vous avez vu l'hécatombe qu'il y a eu dans les pays les plus organisés. Nous n'en sommes pas là. Il y a eu un relâchement de la vigilance et c'est pour cela que le gouvernement reprend la nécessité de sensibiliser et même de sanctionner ceux d'entre nous, une infime minorité, qui pourraient compromettre les efforts qui ont été faits. Pourquoi avoir levé le cordon sanitaire? D'abord, c'était très pénible pour nous de restreindre les libertés. C'était une nécessité impérative. On nous a un peu critiqué parce que nous ne sommes pas allés au confinement, perdant de vue que notre style de vie ne peut s'accommoder d'un confinement sans provoquer de la famine, sans provoquer des réactions inattendues. Et même dans les pays où il y a eu confinement, tout le monde a commencé à aller vers un retour à la normale, à s'habituer avec cette pandémie, à s'habituer à vivre avec cette pandémie, à s'habituer. On n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls. Donc dans tous les pays qui sont allés au confinement total et qui ont été obligés de commencer par déconfiner, il y a eu une inflation des cas de contamination. Donc, nous n'avons pas manqué de responsabilité ni de lucidité. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de suivisme aussi dans, je dois dire, la démarche du gouvernement? Est-ce que c'est parce qu'ailleurs, les gens ont commencé le déconfinement, puis ici aussi, nous avions commencé le déconfinement? J'ai l'impression que parce que les autres ont commencé à ouvrir les portes, nous aussi, on a ouvert les portes. Du coup, on n'a plus d'autres solutions face justement à l'escalade des chiffres. Non, vous ne m'avez pas suivi, ça a été plutôt l'inverse. Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles, justement parce qu'il n'a pas été suiviste dès l'apparition des symptômes. Je parle de la fin, justement. Non, je parle du début. Et avant la fin, il y a eu le début. Et le retour, la levée du cordon sanitaire a précédé le déconfinement dans pas mal de pays. Ce n'est pas d'autres pays qui ont commencé par déconfiner. Après que nous ayons levé le cordon sanitaire, c'est nous qui avons commencé par lever le cordon sanitaire et en cela, nous avons été suivis. Parce que, au regard de la pénibilité, je ne dis pas parce que nous avons été dans la chronologie. Alors que la pluie qui était déjà apportée et qui constitue l'un des facteurs de la multiplication et de la propagation du coronavirus était donc à nos portes. Je n'affirme pas que c'est un facteur de propagation. Je dis que c'est un facteur qui peut expliquer. Il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi expliquer ce que nous constatons. Mais c'est important de savoir que nous avons toujours innové, que nous avons anticipé, y compris dans le retour à la normale. Lever le cordon sanitaire n'est pas commun, ce n'a pas la même portée que ceux qui s'étaient confinés et qui se déconfinent. Qui se relâchent. Alors, est-ce que
puisque c'est pratiquement 2 ou 3 semaines, même si vous pensez qu'il ne faut pas faire de lien avec, je dois dire, les élections, on a remarqué quand même que c'est 2 ou 3 semaines après que les chiffres ont commencé à flamber. Là maintenant, nous sommes en période d'examen. D'ici 2 ou 3 semaines, à quoi à peu près devrait-on assister, puisque la pluie va continuer, Maître Onla? Il n'y a pas que la pluie qui explique ce que nous observons. Il y a bien d'autres facteurs et d'autres paramètres objectifs que beaucoup refusent de prendre en compte, et pourtant ces facteurs expliquent davantage ce que nous constatons. De la même manière qu'il n'y a pas de lien à établir entre les élections qui se sont déroulées dans un contexte particulier, mais où toutes les précautions ont été observées, il ne faut pas s'apprêter à faire un lien avec les examens, parce que nous devons continuer à vivre, nous avons continué à vivre. Le gouvernement travaille, les gens vont au travail. Nous demandons tout simplement que nos compatriotes, dans l'ensemble, dans leur majorité, et à l'unanimité, observent les gestes barrières préconisés par le gouvernement, et je vous garantis que nous surmonterons cette pandémie si tout le monde pouvait se préserver, et ce faisant préserver la communauté. C'est ça qui est important. Oui, face au constat fait par le gouvernement de non-respect des gestes barrières par les populations, est-ce que le gouvernement envisage remettre des mesures restrictives, à défaut de cordon, un confinement? Nous n'irons pas au confinement. Ça, nous l'avons dit pour des raisons évidentes de ce que notre mode de vie ne s'y prête pas et qu'on ne sera pas forcément suivi. Mais comment faire alors pour que les populations restent? Est-ce qu'il suffira de cet épouvantail de la menace des patrouilles sécuritaires que votre collègue de l'Intérieur agite? Est-ce que ça suffira Ce n'est pas le premier élément du dispositif. Le premier élément du dispositif, c'est la sensibilisation à l'observance des gestes barrières qui ont fait leur preuve partout. Si nous pouvons réussir à nous convaincre, et que ce n'est pas le seul travail du gouvernement, c'est notre travail à nous tous. C'est un devoir citoyen que d'observer, même un devoir de survie de la communauté, que d'observer ces gestes barrières et de faire observer en tout lieu, en toutes circonstances, ces gestes barrières. C'est la clé de la réussite. Et les sanctions, ce n'est pas l'épouvantail. Nous avons fait confiance à nos compatriotes qui ont honoré cette confiance pendant de nombreuses semaines. Il y a eu un relâchement, et c'est un relâchement qui a été observé certes dans le monde entier, mais qui ne nous exonère pas du devoir de rappeler un peu plus fermement à nos compatriotes qu'il n'y a pas lieu de banaliser. Parce que le relâchement dont on parle résulte notamment du fait que certains de nos compatriotes, en fonction de leurs croyances intimes, religieuses ou pas, estiment que ce mal n'existe pas et qu'il n'est pas plus dangereux qu'un palu qui est déjà très dangereux. Donc c'est là qu'il faut faire le travail et expliquer à tous nos compatriotes que ce mal existe, il sévit, il peut mener à la mort, même si notre gouvernement a pris les dispositions pour que les cas pris en charge très tôt ne soient pas forcément d'une fatalité. Il faut que nous arrivions à convaincre tous nos compatriotes que ce mal existe et surtout qu'il faut, ne serait-ce que par précaution, observer les gestes barrières. Quelques de curiosité, Maître Onla. Les statistiques, pourquoi vous ne les actualisez plus? Les statistiques ont toujours été actualisées. Ça fait un bout de temps, hein? Elles ne sont pas publiées pour des questions de réorganisation interne. Mais sinon, le peuple a toujours été tenu informé. Mais le peuple a droit à la vérité, à l'information. Mais le peuple a toujours eu droit à cette information. Et ça participe de la sensibilisation. Et le gouvernement a toujours joué sa partition en toute transparence. Il se trouve qu'il y a des réorganisations, des plateformes sur lesquelles vous pouvez constater ces statistiques qui continuent d'être tenues à jour et en toute sincérité, en toute transparence, parce que le mode de communication pour arriver à sensibiliser nos compatriotes et leur vie est au-dessus de toute autre considération, nous oblige d'ailleurs à publier ces chiffres pour démontrer qu'il y a une augmentation. Donc, le gouvernement n'a pas une posture hypocrite ni cachotière de la gestion de ce mal qui se fait en toute transparence. Un peu de patience et nous reverrons les statistiques, les vraies, les bonnes, qui ont toujours été délivrées, affichées sur les plateformes du temps, qu'on répare les dysfonctionnements qui sont Deuxième constatés. curiosité, comme je l'annonçais, c'est vrai, hein, il y a eu cette rumeur, cette information, puis après démentie par le ministre de la Santé, mais ça insiste toujours. Les centres sont-ils débordés, les centres d'accueil du traitement des personnes touchées? C'est évident que ces centres qui n'ont pas été prévus pour accueillir tout ce monde
soit un peu débordée de temps en temps. Mais les dispositions sont constamment prises par le gouvernement pour augmenter, ci et là, la capacité d'accueil de ceux qui ont besoin d'être ramenés à la vie, de sortir de cette pandémie, et notre système a montré son efficacité parce que à côté de ce que nous observons comme flambée ou comme augmentation des normes, il y a aussi l'augmentation du nombre de cas de guérison, de rémission, qu'il faut avoir l'honnêteté, là également, de saluer. Je rappelle que il y a un haut comité, et même un comité au niveau ministériel, qui suit jour par jour, jour après jour, heure après heure, minute après minute, sous la présidence du président de la République, qui est très sensible à cette question et qui suit pour adapter au fur et à mesure, je dis heure par heure, le dispositif de riposte. C'est vous dire que s'il y a quelque chose qui s'impose, le gouvernement, en toute responsabilité, prendra les mesures idoines, les mesures qui s'imposent. Le gouvernement n'a certes pas annoncé officiellement, n'a pas demandé officiellement aux populations de consommer de la chloroquine, mais on a observé qu'on a levé un peu le pied sur la distribution de ce médicament. Il y a des prophylaxies qui ont circulé dans des téléphones, mais le constat, c'est que les pharmaciens ne les vendent pas, ne les mettent pas à la disposition des populations. Les comités que vous avez évoqués, en sont-ils informés et quelles sont les dispositions qui sont prises? Les autorités sont informées au fur et à mesure de ce qui se passe. Et mon collègue de la santé, qui est d'ailleurs médecin professeur, est mieux placé pour vous donner des explications médicales scientifiques. Ce que je puis délivrer comme message, c'est que toutes les mesures mises en œuvre le sont après que les contours des solutions aient été examinés par les personnes les plus compétentes. Il n'y a aucune impasse qui soit faite nulle part. Alors, monsieur le ministre, parlant de mesures, depuis quelques jours, il y a des citoyens, des artisans, des gens de petits métiers qui ont commencé à recevoir de petites SMS agréables, des transferts d'argent. Ça y est, la mesure d'atténuation des effets du coronavirus annoncée par le gouvernement est effective. Fidèle à sa réputation, le président Patrice Talon, et accompagné et suivi par le gouvernement, tient parole. C'est-à-dire que ces mesures aussitôt annoncées sont mises en œuvre, sont mises à exécution. Effectivement, je puis vous confirmer, au nom de mon collègue des Finances, que les différents transferts se font sur des sommes importantes et correspondent à l'exécution des mesures sur lesquelles nous avons eu l'occasion, vous m'avez fait l'amitié de me recevoir sur ce plateau, sur les sommes importantes qui ont été décaissées. Vous insistez sur cette somme importante. Elle est importante. On parle de 100 000, 150 000. Rien. Ce n'est pas rien. On parle de 100, 150 000, ce n'est pas rien, puisque l'enveloppe prévue à cet effet est de 4,98 milliards de francs CFA qui sont mises à exécution. Et à côté de cela, n'oubliez pas que nous avons des mesures qui s'adressent à tous les Béninois et qui ont été chiffrées à plus de 5 milliards de nos francs, 5,76 très exactement, sans compter l'aide considérable apportée aux entreprises qui ont subi des préjudices en raison de cette crise, une enveloppe que je voudrais vous rappeler, qui est de plus de 65 milliards, 66 milliards, ce qui fait que le gouvernement a décaissé, non pas 63,98 milliards très exactement, ce qui porte un total d'environ 74-75 milliards de francs CFA, les fonds qui ont été décaissés et qui sont mis à exécution, de sorte que tous ceux qui ont été impactés verront bientôt leur peine atténuée par cet effort considérable du gouvernement. Nous aurons l'occasion d'expliciter ces mesures ces prochains jours, puisque tout est mis en œuvre, par exemple, pour que le prêt à taux zéro promis par le gouvernement et qui est déjà presque au stade d'exécution soit déployé. Les différentes garanties que l'État veut apporter dans le cadre de ces mesures qui sont considérées comme des mesures sociales, c'est vrai, des mesures de solidarité, mais qui sont aussi et en réalité des mesures courageuses d'accompagnement et de relance de notre économie qui a été impactée comme d'autres
par cette pandémie. Pour accéder à ces aides, ces fortes sommes, comme vous le dites, il faut remplir un certain nombre de conditions, dont entre autres avoir un numéro IFU, etc., être enregistré ou exister légalement, si on a une entreprise, etc. Mais vous connaissez, Maître Ronla, le poids de l'informel chez nous, qui a été durement aussi éprouvé lors de cette pandémie-là. Quand vous dites qu'on a pris tout le monde en compte, est-ce que véritablement on a vraiment pris tout le monde en compte? On a pris tout le monde en compte, ne serait-ce que par la subvention de l'électricité et de l'eau. Tous les citoyens sont pris en compte, puisque ces mesures vont vers eux, ces mesures leur sont adressées. Pour ce qui est des entreprises, il va de soi que la répartition doit commencer par les entreprises qui ont une existence légale, une existence officielle. C'est ces entreprises qui ont contribué à l'effort national. Les fonds qui sont décaissés ne viennent pas du néant. Ils viennent des impôts qui sont prélevés. Ils viennent de ceux qui ont une existence officielle et qui contribuent à l'effort financier. Donc c'est tout à fait normal que les accompagnements de relance aillent d'abord vers ces entreprises. Ceux qui sont de l'informel vont venir après peut-être. Il y a des dispositions qui sont prises parce que nous ne voulons laisser personne en rade. L'objectif du gouvernement, c'est de ne pas venir en aide à tous les Béninois. Mais ce ne serait pas judicieux de commencer par les Béninois qui ne se sont pas identifiés. Et il y a un dispositif qui est mis en place parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi une démarche qui doit être faite par les uns par les autres. Donc, si nous parvenons à aller au bout des mesures qui sont déployées, on fera également le recensement de ceux qui sont dans l'informel et dont on tient très grand compte, dont on a tenu très grand compte, par exemple, dans l'élaboration des mesures de riposte, puisque le président de la République l'a dit, l'a reconnu, que la plupart de nos compatriotes vivent avec les revenus de la veille. C'est vous dire que l'informel est intégré et que le dispositif adéquat est en cours d'élaboration pour prendre en compte tout cela. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait une préséance qui voudrait que ceux qui sont ceux qui se sont formalisés bénéficient en premier. Maître Ronla, on a parlé tout à l'heure de gestion assez sobre en tout cas, de manière à faire de l'économie à l'État béninois depuis l'avènement de la rupture. On va passer justement à un sujet, la fermeture des ambassades, au nom duquel on a aussi justement prétesté de la rationalisation des dépenses pour procéder à un certain nombre d'actions. Sur une trentaine de postes diplomatiques ouverts par le Bénin dans le monde et à travers le monde, on s'en va fermer une bonne vingtaine. Est-ce qu'on est en train de s'isoler tranquillement? Je voudrais d'abord que nous mettions d'accord sur ce que vous avez appelé prétexter. Le gouvernement n'a pas besoin de prétexte. Les décisions du gouvernement sont motivées par des considérations aussi bien économiques que diplomatiques. Non, nous ne sommes pas en train de nous isoler. Et mon collègue des Affaires étrangères, qui est mieux placé que moi pour expliquer les tenants et les aboutissants de ces décisions, s'est exprimé. Vous êtes déjà. porte-parole du gouvernement. Bien sûr, je ne me dérobe pas. Je voudrais rappeler que César, ce qui est à César. Que les explications ont été fournies par le collègue des Affaires étrangères qui est en pointe avec le président de la République, puisque c'est eux qui gèrent la diplomatie de notre pays, sont expliqués et ont donné des raisons, des motifs. Est-ce que la rationalisation peut être un motif pour fermer justement une ambassade? Je vais y venir, soyons patients, le sujet est dense. Nous avons un peu de temps, donc leurs explications devraient nous permettre de faire l'économie de parler de prétexte, parce que ça c'est suspicieux. Comme dans tous les secteurs, le gouvernement rationalise. La rationalisation, elle est financière. Et je crois savoir que nous devons toujours évaluer le coût et la rentabilité de ce qui est entrepris. C'est une caractéristique de notre gouvernement sous la présidence de M. Patrice Talon que d'évaluer et de ne pas justement être suiviste. C'est vrai que nous allons dans un domaine qui rompt là également avec une tradition séculaire, mais c'est aussi une question de moyens. On a la diplomatie de ces moyens. Nous n'avons pas fermé les ambassades. Nous avons délocalisé. C'est-à-dire que les résidences à l'étranger ont été supprimées au profit d'ambassadeurs qui vont opérer à partir de Cotonou. Donc,
il n'y a pas d'isolement diplomatique, il y a une rationalisation. Mais la proximité devrait faciliter les choses. Est-ce qu'on négocie de loin? Rationalisation qui conduit à fermer une vingtaine d'ambassades sur la trentaine que nous... Pas une vingtaine, c'est 17. Il s'agit de 17. Oui, une vingtaine, on peut parler de dizaines. Oui, mais c'est quand même... Je voudrais... Et cela cache-t-il une difficulté économique du Bénin? Ça ne cache aucune difficulté, je vais m'expliquer. Le Bénin ne peut pas déployer des représentations diplomatiques comme les États-Unis. Le rôle assigné aux ambassades américaines, européennes dans nos pays ne peut pas être le même que celui que notre État, avec ses moyens limités, peut assigner à ses représentants. Donc, nous rompons avec une tradition. Nous aurons des diplomates en télétravail, c'est ça? Il y a des diplomates qui vont être redéployés autrement et qui vont accomplir aussi bien leur mission, pour ne pas dire mieux accomplir leur mission, par ce qu'on appelle une ambassade itinérante, par exemple, étant précisé que nos accords de coopération sont élaborés au plus haut niveau. Donc, c'est des décisions réfléchies et il n'y a pas d'isolement diplomatique. Au contraire, le Bénin reste présent sur tous les continents, à des représentations physiques sur les 5 continents, de sorte qu'on ne peut pas parler d'isolement, mais de redéploiement. L'isolement, c'est que, carte diplomatique que les représentations redessinée. diplomatiques du Bénin apportent un certain nombre de services aux citoyens béninois de la diaspora, même si ces derniers, bien souvent, se plaignent de la qualité de ces services-là qu'on leur offre dans ces représentations. Mais lorsque vous quittez un pays, vous supprimez votre ambassade, il y a l'image que vous renvoyez à ce pays qui, me semble-t-il, ne doit pas être une image amicale. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui amène aujourd'hui certains observateurs à parler d'isolement du Bénin. Non, ceux qui parlent d'isolement font vite en besogne. Quand on veut s'isoler, on rompt les relations diplomatiques. Et il n'a pas été question de rupture des relations diplomatiques. Il s'agit d'un redéploiement du personnel diplomatique en accord, en négociation avec les États dans lesquels ces ambassades étaient physiquement présentes. Donc, c'est une innovation peut-être que d'autres vont certainement copier. C'est chacun qui fait sa politique en fonction de ses moyens, et ce n'est pas parce que nous serions en difficulté financière ou en difficulté diplomatique peut-être, parce qu'il y a aussi ce procès qu'on fait au gouvernement béninois d'avoir à poser des actes qui forcément ne promeuvent pas la démocratie, ne respectent pas les droits de l'homme, et peut-être parce que ces critiques viennent. Je ne voudrais pas citer le nom d'États qui sont en difficulté et même qui sont en conflit, et pourtant qui abritent des représentations diplomatiques de leurs adversaires. C'est justement quand les relations ne vont pas bien qu'on se sent obligé de maintenir les relations diplomatiques pour avoir un pont et un canal pour discuter. C'est parce que nous nous sentons bien et que nous gérons les choses au mieux de l'intérêt de nos populations que nous faisons ce redéploiement qui n'est pas un acte belliqueux. Puisque quand il y a des termes diplomatiques, il y a aussi des actes diplomatiques qui peuvent être posés, comme par exemple le renvoi de diplomates ou le retrait. Attention, il y a des expressions. Le retrait de vos diplomates, la rupture des relations diplomatiques, nous ne sommes dans aucun de ces schémas. Nous faisons ce que nous savons faire le mieux, comme par exemple à l'avènement du président Patrice Talon, il y a eu par exemple des suppressions de postes dans les ministères. Ces suppressions ont été mal comprises au début, mais elles n'ont pas empêché les ministères d'être encore plus dynamiques et plus utiles, et on en a récolté plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Est-ce que la représentation diplomatique non, je j'établis un lieu de rentabilité économique comme une entreprise? Je ne fais pas de parallèle. J'essaie tout simplement de vous démontrer que quand les mesures pertinentes sont prises, elles bousculent, elles sont incompréhensibles, mais on en mesure le résultat quelques années plus tard. Et donc, pour aller au terme de mon propos, 100 milliards d'économies consacrées à des postes qui n'étaient pas forcément les plus pertinents, les plus judicieux, et qui permettent de financer l'ambitieux programme d'action du gouvernement et les infrastructures que nous avons aujourd'hui le bonheur de constater. Je ne dis pas que c'est exactement la même démarche qui a été adoptée, puisque la diplomatie, c'est autre chose, mais la diplomatie aussi a besoin d'être rationalisée, et nous ne sommes pas tenus
de faire comme les États aux grands moyens, qui d'ailleurs peuvent supprimer leurs ambassades au gré de leur humeur. Nous, on fait ce qu'on peut avec nos moyens pour être plus performants, notamment sur le terrain diplomatique. Maître Roland, ministre de la Communication, par ailleurs, principalement. Êtes-vous au courant de la dernière décision du président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication? Il n'y a pas de décision du président de la HAC, il y a une décision de la HAC qui est dans son couloir constitutionnel, puisque bien que je sois votre ministre préféré, la HAC est dans ses prérogatives constitutionnelles de régulation. C'est vrai que nous avons vu cette décision qui a semé l'émoi au sein des professionnels. Nous suivons la chose attentivement et je prendrai contact. Quelle est votre lecture personnelle de cette décision où le président de la HAC ordonne à des médias en ligne de fermer dans un contexte où il est souvent fait au gouvernement le reproche de restreindre des espaces de liberté, notamment côté médias, et que le président de la HAC se fonde d'une telle décision qu'il ordonne à des médias en ligne de fermer. En 2020, où les technologies sont aujourd'hui encore les derniers espaces qui s'offrent aux citoyens du monde entier de s'exprimer. Comment vous-même, quelle lecture faites-vous de cette décision? Mais la première lecture que je voudrais faire, c'est que chacun dans son rôle. Vous avez dit liberté d'expression, la HAC s'occupe de la régulation du secteur de la communication. Et pour une fois au moins, on ne verra pas la main du gouvernement dans toutes les abominations qui ont été dénoncées. C'est un gouvernement qu'on impute tout ceci. Oui, mais on la fasse bien ou pas, cela est imputé au gouvernement. Mais vous êtes suffisamment éclairé pour relayer ce qui se passe, c'est la HAC. Et je ne dis pas que la HAC est fautive. Le gouvernement ne peut pas rester insensible à cette question puisqu'il ne s'agit pas de réduction d'espace de liberté, mais il s'agit de mettre la discipline dans une corporation et dans un nouveau métier qui n'est pas encore régulé, qui n'est pas encore... Attendez, qui n'est pas encore... résident de Cuba ou de Chicago. J'y viens. Et je Web TV, on ne peut pas cacher le soleil. Oui. Cette décision, elle a été prise. Ce qu'il m'appartient de dire en tant que ministre des médias, qui appartient à un gouvernement qui fait la promotion des médias et respecte et fait respecter la liberté de la presse, je vais me rapprocher des autorités de régulation pour qu'on rediscute et qu'on définisse ensemble les conditions dans lesquelles cet espace de liberté doit pouvoir être investi et continuer de faire le travail de promotion de l'information, le travail de qualité que la plupart des professionnels font. Autrement dit, le gouvernement n'est pas d'accord avec cette décision de la HAC, c'est ça? Je ne dis pas, je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Que vous allez vous rapprocher. Il y a un problème qui se pose. Bien sûr, une décision est prise, elle a semé l'émoi au sein des professionnels des médias dont j'ai la responsabilité au sein du gouvernement. Je ne peux pas rester insensible. Une radio brûle, je suis obligé de m'intéresser à la chose sans pour autant avoir d'appréciation à porter sur les causes de l'incendie. Donc il y a une décision qui a été rendue publique par la HAC. J'ai vu certains professionnels s'en émouvoir, sans d'ailleurs se rapprocher de leur ministre de tutelle. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que le ministre de la Communication... Le ministre est loin d'eux. Non, c'est pour ça que je rappelle, parce qu'il y a toujours des incompréhensions, que le ministre de la Communication, le ministre des Médias, est à leur disposition, que c'est un des leurs, et qu'il faut que nous ayons des réflexes de nous rapprocher de nos autorités de tutelle. Peut-être qu'il y a cet éloignement entretenu, cet éloignement par le passé, entretenu par certains de mes prédécesseurs, à qui je n'impute aucune faute. Mais moi, je voudrais rappeler que le ministère de la Communication a été créé pour décentraliser et pour rapprocher le gouvernement des acteurs de la presse. Donc, la porte est ouverte et qu'il faut que nous ayons... Avez-vous, en tant que ministre de la Communication, ancien ami, si je peux m'exprimer ainsi, toujours ami de la presse, ou si vous voulez, toujours ami des acteurs des médias, qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, qu'ils sont contents, vous avez vraiment ce sentiment, ou plutôt qu'ils se sentent méprisés par la rupture, à travers un certain nombre de situations, dont la dernière, la campagne médiatique, gérée par la HAC? J'ai le sentiment effectivement que c'est une corporation qui compte beaucoup de laisser pour compte. Mais on dit qu'il faut commencer par balayer devant sa propre porte. Je crois que
il y a une part de responsabilité non négligeable qui est imputable aux acteurs eux-mêmes, qui ne sont pas organisés comme il faut, qui ne sont pas toujours solidaires avec les fêtières, qui ne prennent pas le soin de lire et de décortiquer ce que réserve le programme d'action du gouvernement, de notre gouvernance, à la promotion de la presse, des choses considérables. 5 ans que... Mais si vous n'allez pas vers ce qui vous est dû, si nous reconnaissons que les acteurs, les professionnels des médias... On a vu le gouvernement mettre en œuvre avec beaucoup de talent, beaucoup de réussite, des programmes, des projets, des programmes d'action dans d'autres secteurs. Pourquoi pour les médias il faille forcément qu'eux-mêmes se portent vers le gouvernement pour aller exiger... Même pour la mesure sociale qui accompagne ceux qui ont été touchés par le coronavirus, on n'a pas vu trace d'intérêt pour les médias. On a l'impression que bon, ça existe que pour tendre le micro et ouvrir, poser la question. Heureusement que vous dites qu'on a l'impression, et cette impression peut être trompeuse, elle peut être fausse, elle peut n'être qu'apparente. Parce que moi, je parcours le programme d'action du gouvernement, qui est la Bible gouvernementale, et vous verrez qu'il y a des mesures importantes qui sont réservées à ce secteur. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous sommes à l'ère de la révélation. C'est le Bénin révélé. Le Bénin peut-il être révélé au monde sans le concours des médias? Ça veut dire que si nous occultons ce secteur, le travail que nous faisons est vain. Si nous ne nous occupons pas des acteurs des médias, le travail de communication, s'il vous plaît. Comment vous occupez? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut déjà que nous soyons d'accord sur l'architecture pour dire que ce n'est pas au niveau du programme d'action du gouvernement que le bas blesse. Le bas blesse parce qu'il y a peut-être des difficultés de compréhension de ce qui est mis en œuvre et de ce que nous devons faire pour en bénéficier. Les acteurs des médias et de la presse, les journalistes en particulier, c'est des investigateurs. Alors, je ne comprends pas que l'on ait des facultés pour aller dénicher des fausses informations ou des informations de calomnie et qu'on n'est pas capable de savoir que le gouvernement nous réserve qu'il y a un ministère dédié à la chose et que nous puissions dialoguer et discuter. La presse, les cagnottes, les opportunités, tout a été suspendu. Rien n'a été, s'il vous plaît. Les médias, c'est vide, c'est creux. Ce n'est pas creux, Tanguy, ce n'est pas creux, André. Il y a des goulots d'étranglement. Ça ne fait pas très longtemps que je suis là, mais j'ai fait un petit tour de la question et je sais où se situent ces goulots d'étranglement. Vous faites quoi depuis? Mais écoutez, il faut que chacun joue sa partition. Nous, on fait ce qu'on peut pour libérer les fonds. Mais si les acteurs ne sont pas organisés, si nous ne savons pas qui est acteur de médias, s'il y a certains ménages à faire en notre sein et que nous ne le faisons pas, que nous acceptons l'amalgame, on ne peut pas dérouler les choses aussi facilement. Ce que je voudrais dire, au lieu que nous nous fassions un procès, ou qu'on fasse un procès d'intention au gouvernement qui a mis tous les moyens, peut-être pas ce qu'il y a de plus cher à la disposition des médias, il faudrait que les acteurs des médias s'interrogent eux-mêmes, s'organisent ou s'organisent mieux et établissent un couloir de dialogue et de discussion avec leur ministère, je dirais, de tutelle, entre guillemets, pour que... qu'on vienne à vous. Non, je ne veux pas. Je parle de l'institution et pour que nous nous portions tous ensemble vers l'autorité de régulation qui détient certains nombres de fonds. La perception que le gouvernement a des médias, et notamment des médias locaux, d'améliorer les rapports, les relations, et que le gouvernement puisse faire un meilleur sort aux entreprises de presse dans notre pays. Et si oui, qu'êtes-vous, par exemple, vous, Alain Roland, en mesure de faire pour justement améliorer? Mais ce que nous faisons au quotidien, et d'ailleurs... vous faites tellement ça fait vraiment un manque de la communication. Écoutez, c'est vrai que les circonstances nous y ont plutôt contraints, mais la dernière campagne, elle a été faite par voie de presse exclusivement. Et des moyens considérables ont été débloqués par le gouvernement. Vous trouvez ça considérable? Vous avez suivi sans doute un peu... Je pense que les plaintes de la presse écrite, tout ce que... Écoutez, je vous parle... Si vous le calvaire qu'on lui a fait vivre dans la gestion de cette campagne. Chacun ses responsabilités. Si nous mélangeons, les fonds ont été décaissés. Et je dois vous avouer que le président de la République a été beaucoup plus généreux. Il a insisté pour augmenter la cagnotte que nous avions proposée
de mettre à la disposition des acteurs de presse et que nous trouvions déjà raisonnable. C'est vous dire qu'il y a un soin particulier qui est apporté. Je vous dis la vérité, c'est passé du simple au double, voire au triple. Est-ce que vous avez suivi tout le déroulement, comment ça s'est passé? Qui n'ont pas été gérés par le ministère de la Communication ont été mis à disposition de l'autorité compétente. Maintenant, qu'il y ait des malentendus ou des incompréhensions, le ministère de la Communication est toujours là pour vous servir d'avocat ou de courroie de discussion. C'est un portefeuille occupé par un avocat. On va évoluer pour voir et tirer au clair ce qui grosse paraît dizaine de minutes, Maître Alain Orunla. On va aborder maintenant les sujets politiques et, si vous voulez, polémiques. La campagne, les élections communales et municipales sont terminées. Les maires désignés ou élus sont installés, qui sont à pied d'œuvre pour mettre en œuvre les idées, les projets dont ils sont porteurs pour le bien de leurs différentes collectivités locales. Mais ces élections préludent une élection majeure, la présidentielle. Et déjà, le débat public est animé par ce sujet. Et on se demande de savoir comment va se dérouler cette présidentielle dans un contexte où les parrainages ne sont pas accessibles à tout le monde? Avez-vous déjà une réponse à cette question? C'est une vue de l'esprit que de penser que les parrainages ne sont pas à disposition de tout le monde. D'abord, je voudrais rappeler que l'élection présidentielle annoncée pour 2021 se déroulera comme la plupart de nos élections que nous avons organisées, et notamment celle qui a été organisée dernièrement le 17 mai avec beaucoup de panache et beaucoup de succès. Cette élection de 2021 sera organisée dans la concorde, la paix, la tranquillité, dans l'allégresse. Il n'y a pas de doute sur la question. Vous avez consulté l'oracle, visiblement. Nous faisons la météo. Si le débat est dépollué, c'est-à-dire dépolitisé à outrance, le parrainage est certes une nouveauté dans notre code électoral, adopté par les représentants légaux et légitimes du peuple, et donc tous les acteurs et les éventuels prétendants au poste de président connaissent ces règles, ont le temps de s'y conformer, de s'en accommoder. Je fais référence à notre code électoral qui reprend ce parrainage, dont je rappelle que certes c'est une nouveauté au Bénin, mais ce n'est pas une innovation béninoise. Nous nous sommes inspirés pour une fois de ce qui se passe ailleurs dans les grandes démocraties et qui se passe avec plus de succès. Nous l'avons expérimenté ici avec plus de succès. Le code électoral, qui est la référence en la matière, dit que les candidats à la présidentielle devront être parrainés avec un nom précis. Il n'y a aucune condition qui se rajoute. Ça veut dire, en termes clairs, que ce parrainage, qui est considéré avec beaucoup d'appréhension comme un verrou, n'en est pas un. Mais c'est un verrou. Le seul verrou dans notre Constitution, c'est que nul ne peut être candidat, nul ne peut être président plus de 2 mandats. Ça, c'est un verrou. Le parrainage, c'est un filtre démocratique. Comme on dit que vous ne pouvez pas être candidat si vous n'êtes pas de nationalité béninoise ou n'ayant pas acquis la nationalité béninoise depuis 10 ans. C'est des conditions, un filtre démocratique qui permet de mettre de côté les candidatures pléthoriques et fantaisistes. La loi n'intime à aucun élu. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Allez-y. Si ce n'est pas clair, on continuera d'entretenir le flou. La loi, c'est-à-dire le code électoral, n'intime à aucun élu, parrain susceptible et potentiel, d'accorder son parrainage à tel ou tel individu. Ce n'est pas la compréhension que le président de l'Assemblée nationale a de la chose. Le président, chacun de nous peut avoir sa compréhension, son interprétation. Le président de l'Assemblée est certes un président d'institution, mais c'est un chef de parti. C'est une autorité de parti, donc il peut avoir son interprétation. Mais moi, je vous rappelle la loi qui est à la portée de tous. Est-ce que ça ne va pas contrarier justement l'esprit de la réforme qui voudrait établir des conditions pour rendre plus fort les partis politiques si la loi ne permet, en tout cas, à qui peut parrainer, d'aller parrainer qui il veut? J'ai dit que le code électoral, qui devrait être la seule référence, n'interdit à personne de parrainer qui il veut. Donc, les critiques qui s'élèvent doivent se trouver réduites dans leur portée lorsqu'on construit ce code électoral, et donc il ne faut pas faire l'amalgame. Ceci étant, le gouvernement assume les différentes lois qui ont été
adoptés par le Parlement, le plus souvent à l'initiative du Parlement, et qui vont dans le sens du programme d'action du gouvernement et du projet de société du candidat Patrice Talon, à savoir une réforme du système partisan, pour que le parti soit au-dessus des individus, quel que soit leur charisme. Il va de soi que l'intelligence, le génie recommande que l'on concilie les exigences légales qui sont républicaines, qui sont justes, qui font le fil de la démocratie et la suprématie voulue des partis politiques. Quand on ne fait pas cet équilibre qui va être c'est là trouvé... où justement la question donc de difficulté à avoir le parrainage se présente. Parce que quand on a eu une élection législative où deux partis politiques sont sortis et qui soutiennent le chef de l'État, quand on a eu une élection, une consultation communale, comme on en a eu récemment, et que les deux principaux partis en sortent avec la plus grande quantité de mairies ou le plus grand nombre de communes possibles, à savoir 70 sur 77, on se dit, ben écoutez, les autres n'ont plus d'autres alternatives, d'autres possibilités. Mais c'est ce que j'appelle une lecture fermée et rigide. C'est des interprétations où on met la charrue avant les bœufs. Alors qu'il faut partir des textes, des lettres, des textes et surtout de leur esprit. Nous assumons que le sens de la réforme du système partisan, c'est de rendre des partis forts. C'est un progrès par rapport à l'anarchie que nous connaissions naguère. Nous avons un code électoral qui n'enferme la décision d'aucun élu dans un parrainage. Et ce n'est pas exact de dire que nous nous retrouvons avec des partis acquis au président de la République. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un nous brandir l'appartenance du président de la République à tel ou tel autre parti. Mais il se réclame de sa gouvernance. Non, que des partis se réclament de sa gouvernance ne signifie pas que ces partis appartiennent au président de la République. La belle preuve en est que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un certain nombre de partis qui se réclament de la mouvance présidentielle sans que cela soit en accord avec la rationalisation voulue par le président de la République, qui tient compte en toutes circonstances de la volonté et des désirs de cette population. Ce que je veux dire par là, il ne faudrait pas que l'esprit critique ou l'esprit de critique l'emporte sur la lecture sereine et apaisée des textes, qui permet de comprendre que tout est possible et que tout est ouvert. Tout ce qui est fermé, c'est les candidatures farfelues, c'est les candidatures pléthoriques. Il y a notre réalisateur qui me signale hier qu'on a complètement épuisé le temps qui nous est imparti, mais deux petites questions auxquelles vous allez répondre par oui ou non, monsieur le ministre. La prochaine présidentielle sera-t-elle ouverte? Mais elle est ouverte. Ah, elle est ouverte. Comment? Elle est ouverte. Qu'est-ce qui permet de le dire? Mais ce qui permet de le dire, c'est que nous allons à une élection. Et quand on parle d'élection, c'est qu'il y a une politique ayant des élus en ce moment et qui ne partagent pas la vision de Patrice Talon s'appelle il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas d'équation. Signature. Il n'y a pas d'équation dogmatique entre les partis proches du pouvoir pourront donc parrainer des candidats qui sont contre Patrice Talon, si au cas où il serait candidat. Dans le respect de la discipline des partis politiques et dans l'exigence du respect des textes, c'est-à-dire le code électoral, nos élus à qui nous devons avoir confiance décideront. Les partis laisseront-ils leurs militants, leurs maires, leurs députés parrainer des candidats? Ça, c'est une question qu'il faudra poser aux chefs de parti. Mais le gouvernement qui a l'obligation de promulguer les lois votées par le Parlement ne peut se voir imputer la responsabilité des interprétations spécieuses et fantaisistes. Je comprends qu'il puisse y avoir des craintes, mais ces craintes sont toujours l'œuvre de gens qui ont refusé de jouer leur partition, qui se retrouvent isolés parce qu'ils ont pratiqué une politique qui n'est pas bonne et qui sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur des films de pure fiction, alors que la réalité recommande d'être la réalité recommande d'être réaliste et de constater qu'en 2021, il n'est pas sûr qu'il y ait une candidature unique comme l'on le dit. Je voudrais profiter de cette question pour vous dire que en l'état actuel de notre code électoral, le président de la République, qui a le droit d'être candidat quand il le décidera. Justement, c'est quand la dernière fois vous avez Patrice Talon, quand il le décidera, c'est quand la dernière fois vous l'avez s'il le décide, n'aura besoin que de 16 parrains.
C'est sur quand, les c'est 160. quand la dernière fois que vous avez vu Patrice Talon? Je l'ai vu pas plus tard qu'hier. D'accord. Vous l'avez vu. Est-ce qu'il allait d'avoir déjà avisé? Est-ce qu'il allait d'être préoccupé par sa réélection en 2021? Le président de la République est plus préoccupé par le bilan qu'il va présenter à la fin de ce quinquennat et donc nous exhorte à achever les chantiers et à accélérer. Donc il est plus préoccupé. Est-ce que vous sentez qu'il le fait dans le cadre d'une future campagne électorale? Il est plus préoccupé pour rendre un bilan exhaustif et à la hauteur des ambitions nourries. Ça vous passer le témoin à un dauphin que par des questions électoralistes qui sont prématurées. En tout cas, moi je n'ai pas... C'est prématuré quand on est à 8 mois de la présidentielle. On a une ambiance complètement fermée, calme, chacun a son calendrier. Suspicieuse. Le président et le gouvernement sont à l'œuvre, travaillent à gérer et endiguer la crise de la pandémie, a des responsabilités jusqu'au dernier jour du mandat, a un bilan à présenter. Donc personne parmi nous n'a l'esprit oisif pour rentrer dans des spéculations dignes de films de science-fiction. Pourquoi aucun ministre de Patrice Talon, aucun poste de Patrice Talon n'est en mesure de nous dire, on est quand même à 8 mois, 8 petits mois, mais non, n'est en mesure de nous dire, oui, écoutez, il est candidat, il rempile, ou bien la déclaration de candidature est un acte personnel. Le président de la République a le droit de se retirer comme il a le droit de se présenter. Et je ne sais pas ce que craignent ceux qui rappellent un certain nombre de promesses, alors que la plupart des promesses ont été tenues, c'est-à-dire de propulser notre pays. Mais pour ce qui me concerne, je crois que nous avons eu un leader pragmatique, ouvert, objectif, qui a un bilan sérieux à défendre et qu'il ne faudrait pas casser la dynamique. Donc oui, nous verrions dans notre immense majorité, et si les Béninois étaient lucides, comprendront, et ils le disent d'ailleurs de plus en plus, que le président de la République prenne ses responsabilités en briguant un deuxième mandat. Voilà. Vous, de toute façon, vous le portez déjà en triomphe, comme il a Je n'ai pas besoin d'attendre la fin du mandat pour constater que sous l'impulsion de Patrice Talon, le Bénin a considérablement évolué. Et je crois que pour quelqu'un de ma génération qui a quand même vécu au moins 3 ou 4 régimes, c'est inédit et je pense que ça mérite les félicitations, en tout cas de l'acteur que je suis. Et qui est souvent très critique. Vous en suivez. On a fini cette émission, on a un peu abusé de l'indulgence de notre réalisatrice Christelle Podécon. Ben écoutez, monsieur le ministre, j'imagine que vous avez un dernier message à l'endroit des populations. Je voudrais exhorter les Béninois à rester lucides, sereins, la tête froide, et de laisser leur cœur et leur raison parler, plutôt que leurs angoisses, pour ceux qui essaient de les angoisser. Le gouvernement a travaillé, il posera son bilan et notre satisfaction se limite à ça. Pour le reste, nous leur faisons confiance pour se déterminer sereinement en temps opportun. Merci beaucoup. Maître Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, invité de Zone Franc ce dimanche. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Tanguy Agoué. Je rappelle que cette émission est retransmise sur nos radios partenaires, Candy FM dans la ville éponyme, Fraternité FM à Parakou, Solidarité FM à Djougou, mais aussi Dialogue FM. Ça, c'est un peu plus dans le septentrion, là-bas, à Bani, Kouara. Sans oublier notre site, bien évidemment, le www.canal3television.com. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.